le psychologue humaniste américain, Abraham Maslow disait: si le seul outil dont vous disposez est un marteau, vous verrez tout problème comme un clou. Selon lui, la capacité humaine à toujours s'adapter face à de nouvelles situations reflète une grande partie de l'intelligence. Adapté au monde dans lequel nous vivons actuellement, un monde en réchauffement permanent, la question se pose de savoir de quel outil nous devons nous saisir pour prendre cette situation à bras-le-corps et s'adapter. Alors, quelle est la solution? C'est une question que je me pose depuis des années, et si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être parce que tu te la poses aussi. Je suis Léa Ottinger, j'ai 23 ans, et je suis persuadée que les réponses sont plurielles et qu'elles proviennent avant tout des nouveaux récits qui doivent nous aider à penser différemment et vivre en se rapprochant de l'essentiel. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je veux aller à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent tous les jours pour faire advenir un lendemain désirable en construisant un présent qui l'est déjà, fait d'émerveillement, de joie simple et de vision alternative de voir et vivre dans notre monde. Et c'est au micro d'Echo Eclipse que vous entendrez le récit. Bienvenue dans ce podcast, et tout de suite, place à un nouvel épisode. Bien avant de lancer ce podcast, j'avais à cœur d'aller un jour à la rencontre d'un ou d'une photographe animalier professionnelle pour qu'il ou elle me raconte ce qu'il y trouve dans ces moments extraordinaires où l'instant présent est le seul qui compte. Alors, j'ai contacté Olivier Larrey, photographe animalier professionnel depuis au moins 15 ans. J'ai découvert son travail il y a quelques mois et j'ai tout de suite été subjuguée par l'âme et la poésie de ses photos. J'avais bien trop de questions à lui poser, énormément de sujets à vouloir aborder, un enthousiasme débordant. Je vous laisse donc avec cet épisode où l'on parle de ses rencontres avec des individus qu'on ne connaît que trop peu et que lui a appris à connaître. On y parle de noir et de blanc, style photographique qui se prête parfaitement bien aux pôles extrêmes de notre planète et d'un pays que nous affectionnons particulièrement tous les deux, la Finlande. Bonne écoute. Bonjour Olivier, comment tu vas aujourd'hui? Très bien, très bien. C'est une belle journée de printemps et je suis chez moi là après pas mal de semaines de terrain et je travaille sur un nouveau projet au calme, donc c'est un moment agréable. Super. Olivier, moi, il faut que je te dise, je suis très contente d'enregistrer avec toi. Je suis très contente que tu aies accepté l'invitation. Je te le disais déjà un petit peu au téléphone la semaine dernière, pour plein de raisons. Il y en a beaucoup trop, mais la vérité, c'est que en commençant, avant même de commencer le podcast, en fait, moi, j'avais dans ma tête une liste d'invités et je voulais absolument interviewer, avoir un entretien avec un photographe animalier pour plein de raisons. Et surtout, j'ai un copain qui est photographe animalier. Alors, dans son temps libre, à ses heures perdues depuis 3 4 ans, et ça m'arrive de l'accompagner de temps en temps, et j'ai découvert un monde très particulier, un monde apaisant, un monde fascinant. Moi, je fais pas de la photo, mais en tout cas, voilà, je trouve que ça allie énormément de choses. Surtout sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de photographes qui sont présents sur les réseaux sociaux et je trouve que ça passe, ça véhicule des messages qui sont très importants. Donc on va revenir sur tout ça, mais d'abord merci. Et ma première question pour toi, ce serait de te demander de te présenter comme tu l'entends. D'accord. Eh bien, merci pour l'invitation. Alors je vais commencer par les genoux de ma grand-mère. Quand j'avais 5 ans, ma première passion pour la nature, elle a commencé avec les livres, les récits illustrés de Paul-Émile Victor en premier lieu. Donc moi, c'est vraiment, j'ai eu un vrai appel du froid tout jeune avec ces aventures dans la glace, dans les glaces de l'Arctique, avec des lumières incroyables, des lumières douces, des lumières rasantes, les aurores boréales, des traîneaux qui glissent au milieu des icebergs. Voilà, c'est ça qui m'a fait rêver depuis tout petit. Et tous les animaux associés, en fait. L'envie de voir des animaux, elle est née très tôt. Et donc, bah, moi, les premiers animaux qui m'ont fait rêver, c'était les ours, les renards polaires, les morses, ce genre d'espèce donc, qui vit que dans l'Arctique. Et ma première rencontre animalière qui m'a vraiment touché, c'était à l'âge de 12 ans. J'habitais à l'époque en région parisienne. Et avec mon frère, on a découvert que dans notre garage, il y avait un couple de petits oiseaux qui s'étaient installés. Et on a fait notre premier affût avec des cartons pour observer le développement de cette couvée. Au départ, c'était une couvée, il y avait quelques œufs, puis après, c'est devenu des poussins sans plumes.
Et puis, on a vu vraiment tout le développement des oiseaux jusqu'à l'envol. Et au moment de l'envol, il y a un des oisillons qui est resté coincé dans la partie supérieure du garage. Et donc, on a délicatement attrapé l'oiseau pour le libérer dans le jardin. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, et mon frère dirait sûrement la même chose, puisqu'il est photographe animalier professionnel aussi, que le contact, la proximité avec cet oiseau a créé un lien étroit, indéfectible entre nous et les animaux. Et ça a été une trajectoire de vie à partir de là. Alors avec une trajectoire de vie pas du tout, comment dire, avec des soubresauts, des alternances dans l'approche naturaliste, je dirais, puisque moi j'ai commencé ma carrière non pas en tant que photographe, mais en tant qu'éditeur de livres sur la nature, après des études de biologie. Et donc, pendant cette période-là, qui a duré à peu près un peu plus de 10 ans, ben, j'ai édité des livres sur toutes sortes de sujets. J'ai rencontré des gens incroyables. Et puis, à un moment donné, je me suis dit que, ben, en fait, ce que je voulais faire par-dessus tout, c'était de développer des projets moi-même sur la durée. Et donc, c'était plus compatible avec ce métier d'éditeur. Et j'ai voulu donc me lancer dans des projets personnels de photographie et donc, j'ai quitté mon premier métier pour bah, m'associer avec mon frère et un copain, et deux copains. Et donc, je suis toujours associé avec eux aujourd'hui. Et donc, bah, depuis maintenant 13 ans, je développe des projets de photos qui sont principalement liés à mes aspirations de petit enfant, c'est-à-dire des régions froides, en fait. Donc, ce qui me fait rêver, ce qui m'emmène toujours dans, euh, dans la quête d'une image que j'ai pas encore faite, d'une émotion que j'ai pas encore ressentie, bah, c'est de retourner dans les régions froides, aussi bien en Arctique qu'en Antarctique, ou un peu plus au sud, en Finlande. OK et la Finlande justement, moi c'est, l'une des autres choses pour lesquelles, je suis venue vers toi parce que, j'ai vécu 1 an en Finlande, à Helsinki, donc tout au sud de la Finlande, mais j'ai eu la chance de pouvoir voyager à droite, à gauche, aller en Laponie plusieurs fois, découvrir la région des Grands Lacs et moi je suis totalement tombée amoureuse, de ce pays, donc ça c'était dans le cadre d'un Erasmus. On va parler de la Finlande. Moi juste, je reviens sur la petite anecdote, que tu nous as raconté sur la première rencontre animalière de toi et ton frère. Et je trouve que déjà c'est assez touchant et ça montre un peu l'âme peut-être de photographe que vous aviez tous les deux parce que on vit un peu dans un monde où on a tendance à envahir un peu la nature. Et vous, votre premier réflexe, c'était de construire un affût, de se cacher et d'observer. Et ça, je trouve que c'est assez révélateur de ce que vous êtes peut-être aujourd'hui. Donc ça, c'est fou. Alors, je reviens avec la Finlande. Tu viens de rentrer, je crois, il y a pas longtemps. Tu vas repartir en juillet. D'accord. La Finlande, pourquoi ce pays-là? Pourquoi tu y retournes beaucoup? Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas que tu trouvais pas ailleurs? Alors, en fait, j'ai commencé à voyager en Finlande en 98 avec mon frère, un des copains avec qui je travaille au quotidien depuis plus de 13 ans maintenant, et deux autres amis. Et c'est vrai qu'en Finlande, j'ai fait quelques rencontres naturalistes qui m'ont particulièrement touché, comme les grands tétras, donc ces oiseaux qui sont devenus très rares hein, en France, et qui existent encore dans les Pyrénées, mais ces animaux qui se maintiennent difficilement dans les montagnes. J'ai observé des oiseaux dans les grands lacs, une forêt incroyable. Et en même temps difficile à appréhender parce que ben, je suis revenu avec des observations insolites, des cygnes, des plongeons, des oiseaux qui me faisaient rêver, et en même temps plein d'espèces que j'espérais voir et qui sont restées cachées dans cette forêt épaisse. Et donc ça m'a donné envie d'y retourner parce que finalement la forêt de Finlande, c'est une forêt qui il faut du temps pour la connaître. Et donc, bah, j'ai passé, à partir de après 98, j'ai fait beaucoup de séjours avec des objectifs d'observer des animaux divers et variés, un peu dans toutes les régions de la Finlande. On va dire un peu plus dans la région centrale, mais je suis allé observer par exemple le phoque annelé qui subsiste dans le lac Saimaa, qui est le plus grand lac d'eau douce de Finlande, qui fait 500 kilomètres de long.
qui est une espèce absolument incroyable, relique de l'époque glaciaire. Il n'en reste que quelques centaines. Euh, Dernièrement, j'étais beaucoup à la recherche du renne de forêt, qui est une espèce, une sous-espèce de renne qui vit uniquement en zone forestière, qui s'apparente évidemment aux rennes domestiques qu'on trouve en Laponie par dizaines de milliers, mais dans la toundra uniquement, et qui est un animal d'élevage extensif, donc un animal qui est quand même domestique. Et ce renne de forêt, ben, il m'intéresse parce qu'il est complètement lié au problème de changement du climat. Et il a du mal à se maintenir parce qu'en fait, les conditions d'enneigement qui évoluent dans le temps, les variations de la température, ben, ça fait pas son jeu. C'est difficile pour lui parce qu'il se retrouve avec des sols verglacés. Parce que la neige, quand la température remonte, bah elle se transforme en eau, et puis après elle regèle, et donc ça fait des sols très durs, donc très difficiles à creuser pour pouvoir trouver les lichens dont ils se nourrissent, ces rennes. Et donc voilà, c'est des problématiques qui m'intéressent. Et après, il y a, comme toujours, c'est un pays où j'ai beaucoup d'attaches humaines, en fait, aujourd'hui. J'ai beaucoup d'amis, d'amis qui ne sont pas forcément passionnés de nature, mais des gens que j'apprécie beaucoup, qui m'ont fait découvrir la culture finlandaise. Et après, j'ai plein d'amis naturalistes maintenant aussi. Donc, je suis très attaché à ce pays. Après, c'est des rencontres qui font que, ben, à un moment donné, dans ce pays, il y a non seulement les animaux, mais il y a aussi le plaisir de retrouver des gens avec qui je partage du terrain, avec qui je partage d'autres choses. Et donc, ça m'amène à passer une partie de mon année en Finlande de manière récurrente. Et je suis curieuse, ces amis dont tu parles, ce sont des Finlandais ou ce sont des expats français C'est finlandais. Ok, tu parles finnois? Non, je parle pas finnois, mais je le comprends de mieux en mieux. Je connais pas mal de vocabulaire, mais je le parle pas. Et en fait, j'ai une histoire personnelle, familiale aussi liée à la Finlande, c'est que ma femme, elle a travaillé à Helsinki pendant 2 ans Ok. en tant qu'enseignante. Et c'est elle qui m'a fait connaître tous ces amis qu'on a dans le sud de la Finlande. Et donc, mes enfants, j'ai 2 enfants, je les ai amenés depuis tout jeune. Enfin, avec ma femme, on les a amenés depuis tout jeune en Finlande. Ils adorent ce pays, donc c'est quelque chose c'est un pays qui est extrêmement important dans notre famille. Ok, et d'ailleurs, ton ancrage à ce pays, il se renforce. Tu me disais la semaine dernière au téléphone que tu es en train de construire, enfin de créer un lodge là-bas. Est-ce que c'est bien ça? Et Alors, j'ai ouais, repris un lodge. tu as repris un lodge. Repris un lodge avec plusieurs amis. Et donc, c'est un endroit qui permet d'observer des grands prédateurs. Mhm. Et ce qui m'intéresse, c'est d'élargir le champ des possibles sur ce centre nature et de sorte que, on puisse, au-delà d'observer des grands prédateurs, il y a des opportunités un peu exceptionnelles d'observer les grands prédateurs en Finlande, mais il y a plein d'autres espèces. Et pour moi, le fait de pouvoir développer un centre nature complet, c'est un objectif très important, d'autant que les, euh, les postes de naturalistes en Finlande tendent à disparaître. Et en fait, ce qui me fait un peu mal au cœur, parce que je connais très bien la Finlande, c'est de voir que la proportion de vieilles forêts, elle a tendance à disparaître, enfin, elle disparaît de manière inquiétante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au profit de forêts gérées qui sont des forêts commerciales, avec un but de production de bois à des fins commerciales. Mhm. Et en fait, en... ce qu'on peut opposer à ça, c'est soit sanctuariser des zones à la faveur de parcs nationaux, de parcs régionaux, mais après, il faut aussi donner envie aux gens de protéger ces territoires qui sont... euh, quand on se promène dans un parc national en Finlande, on peut facilement passer des heures sans ne rien voir. Et quand on n'a pas de culture naturaliste, on peut se dire, bon, bah voilà, je suis allé dans une forêt, elle est belle, j'ai vu des beaux paysages, mais finalement, elle est très peu habitée. Ce qui est faux, en fait. C'est simplement qu'elle est habitée de manière discrète. Et j'ai l'objectif de mettre en lumière un petit peu ces animaux discrets en utilisant différentes techniques, des affûts, des approches parce qu'il y a des époques où on observe des animaux plutôt que d'autres. Il faut savoir écouter la nature, il faut savoir où regarder dans les arbres pour voir
bah, comment on peut voir les choses et ça devient c'est un univers passionnant et très riche, avec une densité d'animaux assez faible finalement. Et voilà, et mon objectif, c'est d'essayer voilà, de faire connaître à plus de gens la biodiversité de la forêt pour qu'on la protège en tant que entité avec un patrimoine et pas en tant que terrain avec une valeur économique, parce qu'on sait qu'un jour, bah, le bois, on va le couper et on va en faire toutes sortes de choses, mais finalement, c'est ça sa valeur. Je voudrais pas que la valeur de la forêt se limite à l'âge des arbres et à la valeur monétaire des arbres qui sont sur pied. Voilà. C'est un peu, je vois tout doucement, en fait, je vois des endroits incroyables qui disparaissent, que la géopolitique s'en mêle aussi, hein, quand on voit que quand on voit qu'il y a des difficultés avec les voisins européens au niveau géopolitique, et ben, ça a une incidence directe sur la forêt et ça me préoccupe énormément. Il y a des associations un peu qui existent pour justement s'opposer à ce carnage industriel en Finlande. Bien sûr, alors je ne parlerai pas de carnage industriel parce que je veux dire, la Finlande est attachée à ses forêts et tout ça, mais n'empêche que la pression sur les territoires, parce qu'il y a beaucoup de forêts qui sont dans le domaine privé, donc qui appartiennent à des Mm. particuliers. L'histoire classique de la forêt finlandaise, c'est une famille qui reçoit en héritage, j'en sais rien, quelques dizaines d'hectares de forêt, loin, en Laponie ou ailleurs, et puis ben, les gens n'ont pas forcément de lien affectif avec cette forêt, donc cette forêt elle est coupée, et ça devient une coupe à blanc, quoi. Et c'est dramatique pour les gens qui habitent à côté, qui sont pas du tout propriétaires, mais qui avaient cette forêt dans le paysage, et qui d'un coup, ça devient une coupe à blanc, c'est horrible, quoi. Alors, évidemment, tout ça, c'est très complexe. La Finlande est dépendante de la culture du bois et il ne s'agit pas d'arrêter tout, évidemment, mais il s'agit de trouver peut-être un équilibre un peu plus à la faveur de la biodiversité, parce que le jour, il y a des espèces, on sait très bien, le jour où ça disparaît, c'est très compliqué de faire revenir les animaux. Il y a plein de manières de mettre la pression sur les animaux. Évidemment, il y a la destruction de l'habitat, c'est la pire de tout. Parce que quand l'habitat a disparu, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne refera pas revenir les animaux. Alors que tant qu'il y a l'habitat, si les animaux ont disparu, il y a encore l'espoir de faire revenir les animaux. Donc ça, c'est quand même une nuance très très importante. Et, et donc voilà, moi je me dis il y a, quand on regarde en Afrique ce qui se passe avec les grands parcs africains, on voit bien que d'un côté, il y a des animaux qui n'existent que dans certains endroits et qui ont disparu par ailleurs. Malgré tout, ces grands espaces, ces grands parcs nationaux, ils ont un enjeu majeur dans la conservation de certaines espèces aujourd'hui parce que bah, s'ils n'existent plus, il y a certaines espèces qui vont disparaître. Alors, tout n'est pas parfait parce que c'est vrai que du coup, c'est des endroits extraordinaires qui attirent beaucoup de monde. La pression touristique, elle est toujours plus forte et on se dit, ah ouais, mais bon, ces pauvres animaux, tous les jours, ils voient passer des véhicules. C'est quand même préoccupant parce que bah, il y a beaucoup de monde dans un même endroit. Et en même temps, avec 10 milliards pratiquement d'habitants, c'est compliqué de vouloir des endroits extraordinaires et qu'il n'y ait pas d'hommes. Ça paraît même impossible. Cette alchimie, elle est très difficile à concevoir aujourd'hui parce que les endroits fabuleux, il y a plein de gens qui ont envie d'aller les voir et ça se conçoit. Et par rapport à ça, dis-moi si je me trompe, mais moi j'ai l'impression que la Finlande, elle est plutôt bien préservée. C'est un pays qui est très peu dense en termes de population humaine. Il y a encore de larges forêts. Alors, sauf exception de la Laponie qui est touristique, j'ai l'impression que moi, la Finlandaise centrale et ses forêts sont plutôt préservées encore du tourisme. Est-ce que c'est vrai ou il y a quand même pas mal de gens qui s'y rendent? Alors, tu as raison, on pourrait couper la Finlande en trois parties. La partie sud, c'est la partie la plus peuplée de Finlande, puisque si tu prends la ville d'Helsinki avec sa périphérie, tu as un quart de la population du pays qui fait un peu moins de 6 millions d'habitants. Si tu prends la partie centrale, tu vas avoir des zones assez bien préservées, parce que tu t'éloignes des zones urbaines,
Et tu n'es pas encore en Laponie où, par rapport au sud de la Finlande, tu as quand même une nuance qui est très importante, c'est que toute la Laponie est occupée par l'élevage de rennes extensif. Et ça fait une différence énorme sur la biodiversité. Pourquoi? Parce que déjà, les rennes, ils sont en quantité relativement importante et donc ils exercent une pression sur la toundra qui est forte. C'est-à-dire que vu qu'on est quand même dans un contexte d'élevage, et ben ces rennes qui ont besoin de se nourrir d'une nourriture qui est relativement rare et peu énergétique, les lichens, et ben ils exercent une pression forte de pâturage comme on pourrait trouver dans d'autres milieux. On va trouver ça dans toutes les zones où il y a de l'élevage. Par exemple, j'ai eu l'occasion de voyager au Tibet et quand il y a beaucoup de yak sur les pentes des collines tibétaines, des montagnes, des plateaux tibétains, ben, on voit que la pression de pâturage, elle est forte et elle va perturber l'équilibre de la biodiversité locale parce qu'il y a une espèce domestique qui est favorisée par rapport aux autres. On retrouve ça en Laponie et du coup en Laponie, on va retrouver euh, moins d'espèces. Par exemple, les grands prédateurs qui circulent en Laponie, ils sont facilement éliminés parce que potentiellement, ils vont se nourrir des rennes d'élevage. Dans le centre de la Finlande, on va trouver des zones relativement bien préservées et on va retrouver un équilibre au niveau de la biodiversité qui n'est pas trop contrarié. On va retrouver les grands prédateurs, on va trouver les proies. Donc pour les grands prédateurs, ça va être le renne sauvage, l'élan surtout, et une pression humaine relativement faible. Et c'est d'autant plus vrai qu'on se rapproche de la Russie. Parce que en Finlande, on va quand même avoir des villes moyennes près de la côte, mais à mesure qu'on va vers l'est, on est dans des zones où il y a assez peu d'habitants. À titre, par exemple, d'exemple, moi, l'auberge dont je m'occupe, elle est très près de la frontière russe et la première commune, elle est à 60 kilomètres et elle compte 5000 habitants. Et Ouais. c'est la plus grande ville à 100 kilomètres aux alentours. Voilà, donc, voilà. Et donc, j'ai une chance exceptionnelle de pouvoir travailler dans cette zone-là où finalement, je n'ai pas le problème de l'élevage parce que, il n'y a que quelques fermes ponctuellement, mais qui sont assez loin des endroits où je travaille. J'ai des zones forestières qui sont bien préservées. Je ne suis pas dans le contexte de l'élevage de rennes. Et il faut être honnête, la géopolitique sert énormément les animaux près de l'auberge où je suis, parce que le fait d'être adossé à la frontière russe, c'est-à-dire que je suis adossé à une zone, à un ruban de terrain, de territoire, qui fait 1300 km de long sur 20 km de large, qui est la frontière entre la Finlande et la Russie, qui n'est pas donc une frontière comme il y a dans d'autres pays qui est matérialisée par une ligne avec des. Là, c'est carrément une bande de 20 kilomètres. Et énormément d'animaux vont trouver refuge dans cet endroit-là. Par exemple, énormément d'ours vont hiberner dans cet endroit-là parce que c'est extrêmement, et c'est une zone de quiétude incroyable. Incroyable. Et là, tu parles de l'ours, tu parles des grands prédateurs, mais avant, tu disais aussi que il y a énormément d'animaux qu'on soupçonne même pas, qui se cachent un peu, que les promeneurs ne remarquent pas. Moi, je me baladais souvent dans la forêt au nord d'Helsinki. Il y avait ce mythe. Au final, j'ai jamais su si les écureuils volants sont vraiment présents. Est-ce que ils sont présents? Est-ce que tu les as déjà vus? Est-ce que t'as déjà pu les prendre en photo ou pas? Alors oui, j'ai eu deux occasions d'observer l'écureuil volant. La première fois, c'était il y a 15 ans à peu près, tout près de là où je travaille aujourd'hui, donc au milieu de la Finlande. Et la deuxième fois, c'était au bord du lac Saima, où j'ai eu l'occasion de rencontrer des scientifiques qui faisaient du suivi de ces écureuils volants, qui en fait ne vivent que dans un type d'arbre, les trembles. Le tremble, c'est un arbre qui fait partie de la famille des peupliers. Donc des peupliers qu'on a sous d'autres formes. Enfin, je ne sais pas si on a des trembles en France, mais en tout cas, on a d'autres sortes de peupliers. Et en fait, dans les grands trembles, les écureuils volants vont s'installer dans des cavités et se nourrir des feuilles de ces trembles. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion d'observer ça. La dernière fois que j'ai observé l'écureuil volant, c'était il y a à peu près 10 ans. Et pour la petite histoire, j'ai fait deux observations incroyables ce jour-là. J'ai observé donc ces écureuils volants et j'ai observé par hasard, sans être caché, sans affût, un ours.
Waouh. qui, et l'ours, il a déboulé, c'était un jeune ours, entre les buissons, alors que moi j'étais en train de faire des photos d'écureuils volants avec un ami. Et quand nous a vus, il a eu hyper peur et il est parti en courant. Tu m'étonnes. Enfin, c'est vrai qu'en plus, les grands prédateurs, on pense toujours que ça représente un danger immédiat pour l'homme. En général, c'est un petit peu l'inverse, quoi. Tu as fait fuir l'ours rien que par le fait qu'il t'ait vu. Bien sûr, mais c'est vrai pour tous les grands prédateurs en Finlande. En fait, c'est des animaux qui ont en mémoire la peur de l'homme, une peur viscérale de l'homme, par instinct de survie, parce qu'en fait, l'ours est chassé en Finlande, hein, il y a des quotas de chasse. Mm. La viande d'ours est consommée, c'est encore Ouais. de manière traditionnelle en Finlande. Et donc, on va dire que selon les années, il va y avoir 250, 300 permis de chasse à l'ours. Donc, il faut imaginer que dans une population d'ours qui est à peu près 10 fois supérieure à ces quotas, chaque animal en Finlande, chaque année, a 10% de chances d'être tiré à l'occasion de la chasse. Donc, c'est des animaux qui vivent en permanence avec cette contrainte-là, avec de manière inconsciente, ils savent que, bah, voilà, c'est, enfin, inconsciente ou pas, j'en sais rien, je suis pas dans la tête d'un ours, mais en tout cas, de manière mathématique, les ours, ils ont un risque de ne pas survivre à la chasse chaque année, et donc ils ont une peur viscérale de l'homme. Et on pense même que ça va plus loin que ça, c'est que les ours finlandais se nourrissent par rapport à d'autres variétés d'ours bruns, puisqu'il y a une seule espèce d'ours brun sur toute la planète, hein, qu'on va trouver du Kamchatka à l'ouest du Canada. Bah, les ours bruns de Finlande, ils mangent moins de viande ou de poisson, ils ont un régime très, très végétal et qui est probablement lié à une sélection qu'a fait l'homme, qui a éliminé les animaux à tendance carnivore qui étaient des concurrents à l'époque où l'homme était chasseur. Et donc, on a probablement, très probablement, influé sur les comportements alimentaires des animaux qui en fait, par sélection, ben, finalement, les ours qui étaient plutôt à tendance végétarien n'étaient pas des concurrents, n'étaient pas dangereux, moins dangereux pour l'homme parce qu'ils avaient, déjà, ils voyaient moins potentiellement l'homme comme une proie, mais aussi, ils avaient moins tendance à aller piquer les produits de la chasse de l'homme. Donc, ben, ces animaux-là ont plus facilement survécu au fil des siècles et des millénaires. C'est fou, l'empreinte de l'homme quand même. Bien sûr, bah, elle est partout, hein. Après moi, je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est pas de se dire que les choses sont bien ou pas bien, c'est d'abord de comprendre les choses et après de se dire comment trouver une place, notre place dans un milieu qui est quand même bien déséquilibré, mais où on peut essayer de chercher peut-être pas une harmonie, mais un équilibre qui est meilleur. Et c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui, hein, c'est qu'on a des clés de compréhension, on a des connaissances à mesure qui sont de plus en plus fines, hein, sur la façon dont vivent les animaux, et puis des partages aussi. Aujourd'hui, je veux dire, Internet, les réseaux, sous toutes leurs formes, permettent d'échanger avec des gens des expériences sur des territoires différents. Et quand on arrive à échanger ces informations, ben, on peut réfléchir à ben, quel comportement on peut adopter pour trouver un meilleur équilibre entre ben, la vie des animaux et celle des hommes. Et je crois que c'est l'enjeu d'énormément de territoires où il faut allier bah, voilà, les grands enjeux économiques, préserver la biodiversité, avec une perspective, quand on regarde vers le futur, qui est viable. Parce qu'on ne peut pas de dire on met la nature sous cloche, on fait rien, ça paraît pas réaliste. De vouloir de se dire que nous, on a une prévalence sur les animaux, parce que finalement, les animaux, ben, ils sont là. Que s'ils nous arrangent, mais si dès qu'on a un problème, on s'en désintéresse, c'est probablement une énorme erreur parce que l'homme fait partie de cet équilibre. Je veux dire, on a besoin, par exemple, de nombreux insectes, on a besoin d'énormément de plantes. Donc si on commence à détruire, on peut se dire qu'elle est où la limite? Donc il faut absolument arrêter la destruction. Il faut plutôt essayer de trouver les meilleurs équilibres possibles. Mais voilà, avec une population humaine qui est très importante, et donc c'est pas toujours, c'est jamais simple en fait, c'est jamais simple. Et d'ailleurs, là, tout ce que tu dis,
Moi, enfin, c'est ma vision des choses, mais j'ai l'impression que c'est le résumé de tout ce que, enfin, de ce que beaucoup de photographes animaliers véhiculent à travers leurs publications de livres, à travers les réseaux sociaux, etc. C'est pour ça aussi que moi, je suis venue vers toi, c'est que il y a il y a cette fibre forcément naturelle que vous avez tous en faisant ce que vous faites, cette activité. Et moi, je trouve ça absolument super. Et ça permet de le véhiculer d'une autre manière, aussi de manière artistique. Et d'ailleurs, tu parlais d'un projet au tout début de l'épisode. Avec ton père, effectivement, vous allez sortir un ouvrage, un livre qui s'intitule Polar, Mémoire des glaces. Et c'est une collection d'images des régions polaires, de plein d'images que tu as réunies durant tes 15 dernières années de reportage photographique. D'où elle provient déjà cette collaboration avec ton père? Pourquoi vous faites ça à deux? Donc mon père, c'est grâce à lui que je fais de la photo. Il est un peu moins passionné aujourd'hui, mais quand j'étais enfant, c'est vrai il a toujours eu une vie professionnelle très prenante. Il est médecin. Quand il était en voyage, ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était faire des photos très variées en fait. Pas forcément nature, mais très variées. Et en fait, l'occasion de voyages qu'on partageait ensemble, c'est des moments de famille privilégiés. C'est vrai qu'on passait tous les étés avec mes parents un mois de vacances, souvent à l'étranger. Et ça a été l'occasion pour mon frère et moi de découvrir les bases de la photographie, les réglages, les grands principes qui font que une image, elle peut être techniquement réussie. Et donc rapidement, on a fait l'acquisition de matériel quand on était adolescent avec mon frère. Et c'est quelque chose qui est resté très, très, très fort chez nous, puisque mon frère, il en a fait son premier et unique métier. Il n'a jamais fait autre chose que photographe. Moi, j'ai une trajectoire un peu différente puisque j'ai fait un gros détour vers l'édition naturaliste, mais qui était quand même finalement très proche. Hein. Dans les livres, je passais mon temps à éditer des photos naturalistes ou artistiques. Alors, c'était pas les miennes, mais ça me mettait en contact permanent avec ces images. Et ensuite, la deuxième raison, euh, avec mon père, on a une affinité très forte pour les régions polaires. Parce en fait, on a cumulé 6 voyages ensemble dans les régions polaires. On est allé 3 fois au Spitzberg ensemble. On est allé en Islande et 2 fois, j'étais 3 fois en Antarctique et 2 fois, mes parents, en fait, mes 2 parents m'ont accompagné. Et donc, mon père a aussi une autre passion qui est les livres anciens. Et depuis que je suis tout gamin, donc j'ai l'occasion de découvrir ces nouvelles acquisitions. Moi, ce qui m'intéresse dans ces livres, c'est surtout la partie illustrée. Donc, il a des gravures absolument incroyables des premiers explorateurs qui ont été en Antarctique ou en Arctique. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans ma tête, ça a fait sens de rapprocher des images en noir et blanc, puisque je fais beaucoup d'images en noir et blanc, avec ces gravures monochromes. Donc j'avais envie moi je suis pas spécialement, j'aime bien écrire, mais c'est vraiment pas ma spécialité. J'avais envie que mon père revienne sur des récits fabuleux d'aventures polaires, euh, parce que lui, il aime écrire, il écrit de plus en plus. Et donc, voilà, la logique, c'était de lui donner un espace pour nous raconter ses aventures, ou certaines en tout cas, d'illustrer ses propos avec des reproductions à partir des originales. Et moi, moi, je vais apporter une sélection d'images réalisées ces 15 dernières années dans ces régions-là. Et donc, pour moi, c'est plein d'émotions suite à nos différents voyages ensemble, de prolonger un petit peu ces aventures avec un livre. Ok, et il sort quand ce livre? Alors, il sortira dans l'été. Ok. On a très très bien avancé sur ce projet. Et c'est vrai voilà, on va le faire, on va le publier cet été. Et pour moi, il y a aussi quelque chose qui est fondamental dans la photographie, c'est de donner un sens à la photographie. Mm. Pas juste faire des photos et te dire, bon, bah voilà, elles sont belles, à quoi ça sert? J'essaye toujours dans ce que je fais
qu'elle soit liée à un message qui va permettre de nourrir des discussions, des échanges. Alors des fois, j'ai fait des films. La dernière fois que j'ai fait un projet avant celui-là, c'était sur les loups. J'ai passé 80 jours en différentes étapes avec un peintre et un producteur de films, pardon, qui sont tous les deux de très très bons amis, d'ailleurs qui sont avec moi partie prenante dans l'auberge en Finlande. Et en fait, on a travaillé sur une meute de loups en Finlande étalée sur 2 ans, parce que cet animal nous a tous les trois fascinés de manière différente. Et en fait, c'est un animal qui cristallise énormément de problématiques euh, de l'homme face aux autres espèces vivantes. Et celui-là, peut-être, fait remonter plus de problèmes que les autres, que presque toutes les autres espèces, en tout cas de grands prédateurs. Parce que quand on ne le connaît pas, on en a une peur viscérale, parce que finalement, la plupart des gens n'ont pas vu cet animal. Et pourtant, dans l'inconscient, c'est un animal qui fait peur, c'est un animal alors qu'on l'a domestiqué depuis des millénaires et on en a fait des dizaines et des dizaines de variétés de chiens qu'on adore, qu'on nomme, on est prêt à dépenser parfois des milliers d'euros pour les faire garder, pour les soigner, pour les chouchouter. Mais dans leur forme sauvage originelle, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est un sujet qui est passionnant et c'est vrai que bah, en Finlande, dans ce pays que moi j'imaginais ultra sauvage sous toutes ses formes, c'est-à-dire avec des densités incroyables de grands prédateurs, bah, finalement il n'y a que quelques centaines de loups. Et c'est vrai que finalement avec mes deux amis, on a à travers un film essayé d'apporter notre contribution à donner une image plus positive à cet animal, que ça infuse un peu plus dans le tissu social, que cet animal, il est très loin des représentations qu'on voit dans les livres d'enfants, où soit il est très méchant, soit il a l'air abruti, que finalement, c'est un animal qui est pas comme ça, en fait, et qui est pas dangereux, a priori, beaucoup moins dangereux qu'un moustique, beaucoup moins dangereux qu'une guêpe, quand on regarde un petit peu les chiffres des siècles derniers où il y a eu confrontation, où il y a eu attaque de loups sur l'homme, ça reste quelque chose d'anecdotique. Et pourtant, c'est un animal qui fait peur à beaucoup, beaucoup de gens. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Tu disais que vous avez suivi une meute de loups pendant 2 ans. Alors, j'imagine que effectivement, toi, rien et vous, rien qu'en les observant, ça déconstruit effectivement le mythe du grand prédateur méchant, etc. Mais en plus, je pense que tu as fait d'autres reportages de longue durée comme ça. Tu t'attaches, je sais pas, rien que par l'observation à certains individus au-delà d'une espèce. Euh, Toujours, c- ouais. ouais. Je suis attaché en premier lieu aux écureuils de mon jardin. Si je vois Hmm. pas les écureuils de mon jardin pendant une semaine, je Ah me ouais. fais des films en me disant est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'il leur est pas arrivé quelque chose, etc. Je pense qu'à partir du moment où on est en capacité de reconnaître un individu, il y a un attachement qui se fait. Et c'est quelque chose qui, pour moi, c'est un combat de tous les jours, en fait. C'est que euh, je me dis que à chaque fois que j'amène quelqu'un faire une rencontre et que cette personne, elle est touchée par un individu, j'en sais rien, parce qu'il a l'air un peu différent des autres, parce qu'il est maladroit, parce que il a une oreille échancrée, parce que il a un regard un peu qui est attendrissant, c'est par là que ça passe, le contact entre l'homme et les animaux. C'est une émotion qui va faire qu'à un moment donné, on va regarder les animaux différemment et peut-être plus avec nos codes d'être humain. Comme en tant qu'être humain, à un moment donné, on va s'attacher à une personne parce qu'on connaît son prénom, parce que on sait un petit peu quelque chose de son histoire. Et c'est comme ça que naît une amitié finalement. Je ne veux pas parler d'amitié avec les animaux, mais il y a une forme de relation qui peut se mettre en place et aller savoir si les animaux font pas la même chose avec nous, parce que on n'en sait Hmm. rien en fait. Est-ce que les animaux qui viennent tous les jours dans le jardin, bah, finalement, ils sont pas curieux et ils se posent pas des questions sur, tiens, est-ce que les gens qui vivent derrière ces murs là, ils sont là aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont sortir dans le jardin? Je pense que le contact, le lien affectif avec les animaux, c'est le démarrage de tout pour aller plus loin dans une meilleure cohabitation entre l'homme et l'animal, quoi.
bon, je suis allé très très loin par rapport à la question initiale qui était le projet Polar. Euh, mais en tout cas, pour essayer de retomber un tout petit peu ou faire semblant d'être retombé sur mes pattes, c'est donner un sens aux choses. C'est très important. Aujourd'hui, quand on regarde les discussions sur les réseaux sociaux, sur les photos, on voit beaucoup de gens qui se mettent à la photographie, beaucoup de gens qui font des photographies très très belles, hein. La question, c'est, je pense que tout le monde doit se la poser, c'est pourquoi je fais ces photos. Euh, Qu'est-ce que je veux en faire? En quoi elles peuvent servir à la cause animale? Je trouve ça très bien, c'est la photographie, l'observation naturaliste, je veux dire, c'est des activités qui sont, on va dire, globalement parmi les plus saines de celles qu'on peut pratiquer sur un milieu naturel. Même s'il faut toujours être humble et se dire que il faut être prudent, il faut être respectueux du territoire, essayer d'être le moins impactant possible, respecter un petit peu les codes des animaux. Quand les animaux se reproduisent, on ne va pas aller marcher à côté des nids, on va pas, voilà, il faut respecter, c'est du bon sens, je dirais. C'est d'abord se renseigner et ensuite photographier avec le plus de respect possible. Mais après, c'est au-delà de ça, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait des images? C'est très important de se dire à quoi elles peuvent servir, est-ce qu'elles peuvent susciter des vocations, aider à la compréhension, mettre en lumière des menaces, mettre en lumière une biodiversité méconnue dans un territoire où finalement on a tendance à pas voir grand-chose, et c'est un petit peu le cas de la Finlande, hein. Je veux dire, moi j'ai vu des gens, j'ai discuté avec des gens très souvent qui me disent que à partir du moment où ils ont eu la chance de voir un ours dans une forêt, quand ils se déplacent dans une forêt à partir de là, ils voient plus du tout la forêt de la même façon. Et pourtant, ils avaient fait plein de voyages, plein de balades en forêt auparavant, et une forêt habitée par un grand prédateur qu'on a aperçu ou qu'on a vu, eh ben, c'est plus la même forêt, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui joue au niveau cérébral. Quand je me promène en France, dans des forêts, dans certaines forêts, et que je sais qu'il n'y a plus de grands prédateurs et que finalement, il n'y a plus que quelques ruminants et que les équilibres, ils sont complètement biaisés parce que ces ruminants, ils n'ont plus les grands prédateurs qui font partie de leur équilibre, bah, je me dis, bah, il manque quelque chose dans cette forêt, en fait. C'est comme si on avait enlevé une espèce d'arbre, c'est comme si il manque quelque chose dans l'équilibre général. Et en fait, tu parles effectivement de cet équilibre, de ce qu'on découvre quand on prête attention aux choses qui nous entourent. Et moi, avant, je te parlais des individus auxquels on s'attache avec ma maigre expérience de l'affût que j'ai pu avoir en accompagnant mon copain qui adore observer le martin pêcheur chez nous. Euh, déjà c'est merveilleux de se poser là, de se camoufler et d'avoir l'impression de ne pas être vu, de ne faire qu'un avec la nature. C'est là que tu vois les choses telles qu'elles sont, comment la forêt s'anime, comment les êtres vivants vivent dans ces écosystèmes. Et en fait, le martin pêcheur, voilà, en général, voilà, alors déjà, c'est un petit individu, un petit oiseau roux et bleu. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu l'oiseau exotique en France. Et en fait, quand il arrive, tu peux l'avoir attendu, je sais pas moi, 2 heures. Et quand il arrive sur cette petite branche, c'est féerique, c'est magnifique. Et forcément, on revient le lendemain, on le revoit ou pas. Et on s'attache en fait. On découvre comment voilà, cet individu va pêcher, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il vit, quelle branche il préfère. Enfin, c'est absolument magnifique. Et donc, je te rejoins là-dessus. Et là, je viens compléter ce que tu disais aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose dont je voulais parler avec toi. Euh, c'est un moyen formidable, la photographie animalière, de mettre justement en avant tous ces sujets dont tu parles, un peu d'enjeux de protection du vivant. Et en même temps, moi, je peux pas m'empêcher de me demander s'il n'y a pas pour certains photographes un peu une course à la meilleure photo. Et là, tu disais que c'est important là de se poser les bonnes questions de pourquoi je suis là. Et moi, je me pose du coup la question aussi de l'éthique de la photo.
Je sais pas si tous les photographes, et des fois je m'inquiète sur les intentions des photographes, si en faisant ces photos-là, est-ce qu'ils respectent la nature? Est-ce qu'ils sont juste là pour gagner un concours? Et je trouve que c'est très important. Est-ce que toi, je sais que tu postes un peu sur les réseaux sociaux, est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir... est-ce que tu vas toujours faire de l'affût, par exemple, pour les mêmes raisons qu'avant? Ou est-ce que des fois, tu penses à ce truc de «Ah, j'ai besoin de reconnaissance par la photo»? En tant que photographe, quand tu exposes ton travail, tu es très sensible à la façon dont il va être reçu. Ça, je pense que c'est valable pour tout le monde. Mais moi, pareil, moi, je suis pas attaché à une photo. Je cherche pas à faire spécialement la meilleure photo. J'ai très peu participé à des concours. C'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Je préfère mille fois être reconnu pour un travail de fond qui m'a demandé beaucoup d'énergie qu'une photo où on pourra toujours se demander si c'est pas un coup de bol, si une photo, c'est, je veux dire, toutes les photos sont faites de la même manière, hein. On est derrière, on est tous derrière un appareil et à un moment donné, on appuie sur un bouton. La mécanique, elle est la même pour tout le monde. Alors que faire un projet, c'est des multiplications de tâches, il y a plein de choses pour faire un projet. Il faut le concevoir, déjà, il faut beaucoup de matière, il faut la mettre en musique. Et donc, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur. Et ce que je retiens, il y a des choses dont je suis fier dans mon travail, et c'est les projets où on est parti d'une idée, on n'avait rien fait, et à la fin, on aboutit à quelque chose qu'on peut partager, qui peut avoir des qualités et des défauts, hein, mais au moins, on est allé au bout de la démarche. C'est ça qui m'importe. Après, euh, bien sûr, comme plein de photographes, je vais poster sur les réseaux sociaux pour faire connaître mon travail. C'est vrai que ça va m'amener des échanges intéressants, mais des choses moins intéressantes aussi, parce que dans les réseaux sociaux, on va trouver tout. Les réseaux sociaux, c'est l'immédiateté, donc c'est avec tout ce que ça peut avoir d'intéressant et de très approximatif. Par exemple, là, aujourd'hui, on a décidé tous les deux de discuter, on passe une heure, on se pose des questions, euh, on fait quelque chose qui a un peu de profondeur. En tout cas, c'est ce que je ressens. Quand on échange des messages sur des réseaux sociaux, sur une image, qui sont souvent laconiques, etc., des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucune idée ni l'un ni l'autre du passé de la personne, c'est beaucoup de la perte de temps, je trouve. Donc moi, c'est vrai que j'essaye de passer, je vais poster des images, je vais raconter quelques des choses brèves sur une image, parce que c'est soit je raconte une phrase sur une image, soit j'en parle une heure. Mais entre les deux, de toute façon, ça va être très, très imparfait, très approximatif. Donc, je préfère réserver mon temps à des conférences, à échanger dans des festivals ou à passer plus de temps à consolider mes projets plutôt que d'échanger, plutôt que de passer une minute à expliquer une photo, passer 10 minutes, parce que de toute façon, ça suffira pas. Parce que pour comprendre pourquoi j'ai fait une démarche, par exemple, pourquoi je fais ce projet polar avec mon père, eh ben, il faut un peu de temps pour expliquer tout ça. Donc après, je dirais que de manière générale, même si dans la photographie, il y a des courses pour ceci, il y a des courses pour cela, moi je me réjouis, je préfère regarder le verre à moitié plein de tout ça, très très largement. C'est que je préfère que les gens s'intéressent plus à la photographie parce que ça les amène dans la nature et que les photographes, ils ont tous besoin d'avoir quelque chose à photographier. Ça met quand même globalement un patrimoine naturel en lumière de manière plus importante qu'avant. Et c'est un moyen de toucher le grand public sur bah, qu'est-ce qu'il y a dans la nature autour de chez nous. Et je connais des gens qui ont, par exemple, des chasseurs qui ont abandonné leur fusil pour faire de la photo. Des gens pour qui bah, c'est une bonne raison d'aller dans la nature, alors qu'avant, ils n'y allaient pas. Euh, voilà, j'y vois quand même beaucoup de choses positives. Mais bon, voilà. Après, comment dire, dans les milliers de gens qui font des photos, forcément, euh, la, la construction intellectuelle pour donner quelque chose
qui a de la valeur, elle va être hétérogène, évidemment. Moi, je voudrais revenir sur le style de ta photo, mais juste dernière petite question technique, parce que ça m'intéresse. Enfin, après tes expéditions, est-ce que tu montes, comment tu utilises le montage et qu'est-ce que ça représente un peu pour toi le montage dans la photographie en général? Est-ce que c'est dénaturer une photo? Est-ce que c'est la rendre plus jolie? C'est quoi? Alors, quand tu parles de montage, tu veux dire le traitement. Le traitement, ouais. Oui. Alors moi, je trouve que le traitement fait partie intégrante de la photo. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, les photographes, alors moi je suis attaché au noir et blanc, donc c'est vrai que je me suis particulièrement intéressé à l'histoire de la photo en noir et blanc. Et dans les grands photographes qui privilégient cette façon de photographier, ben souvent à un photographe est adossé quelqu'un qui a fait le tirage photo, le tirage papier, et qui va sublimer le moment en faisant ressortir des noirs un peu plus noirs, des blancs un peu plus blancs. Donc c'est une interprétation qui va au-delà de la prise de vue. Donc moi, je prends énormément de liberté dans la photographie puisque je ne fais que montrer quelque chose qui n'existe pas. Le noir et blanc n'existe pas dans la nature. Donc c'est une interprétation donc totalement assumée de ma part, c'est que moi je considère que voilà, je fais une rencontre. Alors ce qui est super, c'est que aujourd'hui les outils de photographie que j'ai me permettent de cadrer en noir et blanc, alors qu'avant, je ne pouvais pas, je devais cadrer en couleur et imaginer ce que ça donnerait en noir et blanc. Et après, j'ai un parti pris de traitement que je vais essayer d'être, comment dire, de maintenir dans une série d'images pour que ce soit homogène et qui va correspondre au style d'image que j'ai envie de montrer. Ça va faire ressortir une émotion que j'ai le sentiment d'avoir vécue. Finalement, pour moi, la photo, c'est un peu les mots que j'ai pas réussi à mettre sur une rencontre. Au lieu de mettre des mots, bah, je vais mettre un rendu avec une certaine douceur, insister sur un regard, cadrer un animal pour lui donner plus de présence, jouer sur la texture de la neige, par exemple, et faire disparaître certains détails en surexposant, parce que bah, finalement, c'est ça que j'aurais voulu voir. C'est donner, euh, simplifier un petit peu la lecture réelle des choses, parce que bah, c'est comme ça que j'aurais voulu voir les choses et c'est comme ça que j'ai envie de les retranscrire. Si j'avais pas fait de photos, j'aurais fait du dessin. Enfin déjà j'aime dessiner, j'en fais de temps en temps. Bon, un des derniers voyages que j'ai fait avec mes enfants, j'ai fait 60 dessins au crayon. J'ai dessiné mes enfants, j'ai dessiné les animaux, parce que c'était un moment où finalement la photo, j'avais pas d'enjeu photographique. C'était en Canada. Et j'ai beaucoup dessiné. Et en fait, l'interprétation qui consiste à travestir la- ce qu'on voit, ça me plaît énormément. Je trouve ça génial de regarder les choses à travers, bah, par exemple, un peintre, il va prendre toutes les libertés pour traduire, pour transformer un paysage, mais il va aller jusqu'à changer les proportions, changer complètement, peut aller très très loin dans les changements par rapport à ce qu'il observe. En photo, on va respecter certaines choses euh, et encore, je dirais, les optiques, selon les optiques qu'on va utiliser, on va transformer les proportions des choses. Par exemple, quand on utilise un objectif grand angle, on va énormément agrandir le premier plan, ce qui est complètement faux. Notre œil ne voit pas ça. Quand on utilise un téléobjectif, à l'inverse, on va écraser les plans. Donc, on va donner le sentiment qu'un animal est beaucoup plus proche en réalité de l'arrière-plan qu'il ne l'est en réalité. Et en plus, on va jouer sur des profondeurs de champ, donc créer des flous artificiels. Mais tout ça, c'est magique. Et tout ça, c'est magique, ça crée des émotions. Et donc, moi, je cherche pas je dirais jamais que je prends une image et ce que je montre aux gens, c'est ce que j'ai vu. Non, jamais. J'ai toujours un traitement derrière. Puis de toute façon, enfin, je veux dire, de dire ça, c'est futile. Enfin, c'est tellement, c'est évident. Dans la mesure où toutes mes images sont presque en noir et blanc, c'est évident que derrière, je fais un travail de retouche. Et en plus, j'aime bien faire ça. J'aime bien trouver Ok. le bon équilibre dans mes images. Et je trouve ça super.
intéressant de dire le montage, enfin le traitement du coup, c'est les mots que je mets sur la photo que j'ai prise. Je trouve que c'est super intéressant de voir les choses comme ça, de les présenter comme ça. Et en parlant de noir et blanc, c'est effectivement le style de ta photo. Et je me permets de citer ce que j'ai vu sur le site de précommande du livre que tu vas publier avec ton père. C'est toi qui dis ça et tu disais, c'est en noir et blanc que j'aime les mettre en valeur, les images du coup, pour ne garder que l'essentiel. Cette approche dépouillée est pour moi parfaitement adaptée aux terres des plus hautes latitudes où la simplicité géographique tranche avec la complexité du climat. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus et est-ce que tu associes forcément le noir et blanc avec le Grand Nord? Est-ce que tu pourrais faire du noir et blanc, je sais pas moi, en Amérique latine ou en Afrique? Alors oui. Euh, alors, je vais d'abord répondre à la deuxième partie de ta Ouais. question. Il y a des sujets où je suis perdu en noir et blanc, pour être très honnête. Par exemple, je suis allé au Costa Rica il y a quelques temps. J'ai fait trois, quatre images en noir et blanc, mais je ne me sentirais pas dans un projet en noir et blanc dans la forêt équatoriale qui est extraordinaire par sa diversité de couleurs. J'aurais un problème de repère. Par contre, sur des animaux, par exemple en Afrique, j'ai des collègues photographes qui font des choses magnifiques sur les animaux avec des teintes dans les gris, dans les bruns gris, par exemple les éléphants, les rhinocéros, les girafes, les zèbres. C'est extraordinaire en noir et blanc. Les lions aussi. C'est des animaux finalement qui sont peu ou pas très colorés. Il n'y a pas tellement de couleurs vives dans ces animaux. Et ça ressort extrêmement bien. Ça donne énormément de caractère aux images. Il y a des deux espèces que j'aimerais beaucoup photographier un jour dans ma vie en noir et blanc, c'est les gorilles et les chimpanzés. J'y Mm. pense souvent. Donc voilà, si on me demandait qu'est-ce que tu vas aller faire en Afrique, si tu dois donner un sujet que tu aimerais aller faire, ce serait ça. Ce serait aller photographier les grands singes en noir et blanc, c'est ce qui me plairait. Après, sur la partie arctique, c'est vrai que en Arctique, on peut facilement circuler dans un univers totalement blanc. Si on est dans un champ de neige, qu'on ne voit pas le relief, que on est dans une couverture nuageuse, on voit rien. On est dans un niveau de, on va dire, on est dans un niveau de gris pâle. Ça m'est arrivé en Islande, ça m'est arrivé au Spitsberg. Alors peut-être pas en Antarctique parce qu'il y a toujours un peu de relief, mais c'est dingue de se retrouver dans un univers visuel où on ne voit absolument rien qui ressort. Alors, donc dans mes images, évidemment, je ne fais pas des images de blanc sur blanc, ça serait assez limite et assez inintéressant, mais c'est vrai que des fois, bah, on a un élément minuscule qui va se détacher dans un univers tout blanc. Et ça m'est arrivé assez souvent d'observer des ours, d'observer des renards ou d'autres espèces dans finalement un paysage très très dépouillé. Et ça, j'aime beaucoup parce que la simplicité de la lecture me plaît énormément. Après, j'aime aussi beaucoup jouer sur les noirs, et ça, c'est venu plus tard, c'est-à-dire, j'ai fait des voyages dans l'Arctique à des moments où il n'y avait pas beaucoup de neige. Et je me suis dit, bon, ça va pas être terrible pour moi pour faire des. J'avais plutôt des facilités. Enfin, en tout cas, pour moi, ça faisait sens de faire des images quand l'univers était complètement blanc, donc pendant plus de la moitié de l'année. Et là, je me suis retrouvé en été en Arctique et je me dis, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Mais ça a été un exercice très intéressant parce que finalement, je me suis appuyé sur d'autres choses et notamment sur des roches très noires. Et donc, je suis allé prendre le contre-pied d'images hivernales pour aller mettre, par exemple, il y a une image que j'aime énormément. J'ai une de mes collègues l'autre jour qui m'a demandé, bah, tiens, tu peux m'envoyer cinq images pour toi qui sont très fortes. Et cette image est ressortie, c'est un renard polaire tout blanc dans des roches noires. Et c'est une image que j'ai réalisée au mois de septembre il y a quelques années. Et j'aurais jamais imaginé avant de faire ce voyage que je ferais cette image et qu'elle me plairait. Et en fait, c'est une image que j'ai que j'ai après imprimée pour une exposition, etc. Je l'aime beaucoup et parce qu'elle prend le contre-pied et elle fait partie intégrante de ce que j'aime faire en noir et blanc aujourd'hui, dans des contrastes très très forts avec voilà, ces roches qui sont très très noires. Et ça, on le trouve aussi
en Arctique ou en Antarctique. Et d'ailleurs, moi, tu parlais du renard polaire. Moi, il y a une autre photo qui m'a marquée quand je regarde ton compte Instagram, c'est celle de l'ours polaire. Je crois que cette photo, tu l'as prise au Svalbard en 2019. Et en fait, elle est assez, bah, elle est complètement folle cette photo. Je trouve en fait, tu as vraiment l'ours au milieu de l'image et l'ours, il semble à l'arrêt ou en tout cas presque à l'arrêt et surtout il te fixe. C'est quoi l'anecdote de cette photo? En plus, tu disais effectivement que dans le Grand Nord, comme ça, il n'y a pas de relief. Et j'imagine à ce moment-là que c'était pas forcément dans une forêt. Tu te caches comment? Enfin, c'est quoi ce moment-là? Alors, il faut savoir qu'on ne se cache pas de l'ours polaire Ouais. en Arctique. Déjà, c'est impossible. Il a un odorat incroyable. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que toutes les photos que j'ai faites d'ours polaires, je les ai faites depuis un bateau, plus ou moins grand. Alors, Ok. quand je dis le plus grand bateau que j'ai utilisé, il faisait 24 mètres, hein, donc c'est pas un très grand bateau. La plupart du temps, j'ai fait mes photos depuis un Zodiac, parce qu'en fait, le Zodiac, c'est l'outil parfait pour être relativement près d'un ours sans être en danger, sachant que le danger, il est surtout pour lui. Parce que quand on photographie des ours au Svalbard, on est forcément en compagnie de quelqu'un qui a une arme de défense contre l'ours polaire et une arme qui peut tuer l'ours polaire. C'est une obligation légale. Et donc, l'idée, évidemment, la dernière chose, ça me crèverait le cœur de devoir de me retrouver dans une situation où pour une image, on est obligé de tuer un ours parce qu'il devient menaçant. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'attaque d'ours polaire dans des situations d'approche en zodiaque. Jamais. Donc, malheureusement, il arrive de temps en temps qu'il y ait un accident. C'est plutôt, alors c'est des scientifiques parfois qui se font attaquer quand ils font des analyses sur le terrain et qui sont surpris par un ours. L'ours arrive, fonce sur la personne et la personne est obligée de se défendre. Ça finit mal pour l'ours. De temps en temps, c'est des gens qui ont mis des dispositifs de sécurité autour de leur tente qui n'a pas marché. Donc c'est des histoires, elles sont tellement rares. C'est une mésaventure par an qui se passe au Svalbard ou une tous les 2 ans. C'est heureusement rarissime, mais ça arrive. Ça arrive. Donc, le principe, c'est que quand on observe l'ours, on est toujours en bateau. Et donc, pour l'histoire de cette photo où j'étais très proche, donc j'étais en Zodiac et cet ours avait trouvé, parce que je ne pense pas qu'il l'ait tué, une dépouille de morse. C'était au nord-ouest du Spitzberg, dans une zone où probablement les courants ont coincé dans une petite baie la dépouille d'un morse qui était énorme. Et en fait, j'étais avec un petit groupe de photographes. Et en fait, on a mis longtemps à comprendre pourquoi l'ours était là, statique. Et en fait, le morse était à ses pieds. Il avait l'air d'être un rocher. Parce qu'un morse, ça a quasiment la couleur des rochers gris Ouais. qui sont au bord de l'eau au Svalbard. Et au bout d'un moment, on a vu deux défenses. Et là, on a compris, on a reconstitué, on a mieux décrypté le paysage. On a compris qu'il y avait cet animal. Et que du coup, il était, l'attention de l'ours était polarisée par la présence de ce morse. Et en fait, c'était une zone assez abritée, donc très peu de courant, donc tout doucement, on s'est approché. Et en fait, bah, à la fin, j'avais un gros téléobjectif, très puissant, mais j'ai pu faire une image très serrée parce que bah, j'étais vraiment pas très loin. J'avais les bonnes conditions pour être près de l'ours qui n'avait absolument pas peur de nous. Voilà, donc j'ai pu faire. C'était l'observation la plus proche que j'ai faite d'ours polaire. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on prend, voilà, dans ce genre de moment? Parce que, enfin, c'est pas juste claque, c'est dans la boîte, il y a de l'attente, il y a, voilà, c'est quand même l'ours polaire, on le voit apparaître, c'est des individus qui sont imposants. Enfin, qu'est-ce que toi, t'as ressenti à ce moment-là? Alors, j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je vois l'ours polaire, hein. J'ai eu la chance de voir cet animal à peu près 50 fois. Et en fait, mon outil, et c'est vrai pour toute ma démarche de travail, c'est que mon premier outil de travail, c'est pas un appareil photo, c'est une paire de jumelles. Je passe beaucoup plus de temps dans des jumelles que dans un appareil photo. J'en ai toujours une sur mon bureau parce que je regarde ce qui se passe dans le jardin. Pour moi, la photo, c'est en second plan. C'est si on peut, on fait des photos. Et donc, bah, mon premier outil, je cherche les ours. Bien souvent, je les vois d'abord dans mes jumelles. Et, et en fait, j'aime bien le défi que c'est de trouver l'ours d'abord.
Euh, J'y passe des heures à chercher ces animaux et puis à lire un peu au début. Alors au début, je savais pas bien m'y prendre, hein. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, j'avais l'impression de voir des ours partout parce qu'il y avait des petits cailloux, il y avait des cailloux blancs dans le paysage et j'avais du problème d'échelle. Donc je me rendais pas compte que en fait, ce que je pensais être un ours, c'était un caillou qui faisait 50 Ouais. centimètres de long. J'étais pas du tout à la bonne échelle. Puis petit à petit, on sait comment euh, prendre des repères sur le terrain et voilà, s'imaginer que la tache blanche là, c'est pas possible, ça peut pas être un ours, que un animal qui se déplace de telle manière, bah, c'est pas un ours, c'est un renne. Il y en a quand même beaucoup plus que des ours au Svalbard. Et puis de temps en temps, on trouve un ours. Mais c'est vraiment l'affaire d'une recherche intense. Et à chaque fois, ça me fait. Bon, déjà, j'ai le plaisir de le voir, et après, c'est de me dire, est-ce que je vais pouvoir l'observer correctement parce que le terrain, il est quand même très accidenté au Svalbard. Des fois, je vois des ours, ils sont sur une banquise. Alors, je m'approche avec le bateau le plus possible. Puis à un moment donné, on est au bord de la banquise. Et puis en fait, l'ours, il est à 1 kilomètre en profondeur. Donc, mon observation la plus proche, c'est 1 kilomètre. Parce qu'on ne va pas descendre, marcher sur la banquise pour s'approcher d'un ours. C'est hors de question. Donc, bah, c'est frustrant. En même temps, on dit, ah, super, on a trouvé un ours, mais... Et puis d'autres fois, il est au bord de la côte, les conditions d'observation sont plus favorables, et donc là, je peux faire des images. Et évidemment, je suis ravi, parce que sur 50 observations d'ours, peut-être que j'ai pu faire 20 fois des images que j'aime bien. Et C'est les ça. 30 fois, ça a été simplement une observation. Ouais, et c'est ça qui rend ces moments encore plus uniques une fois Sûr. qu'on est là, qu'on l'a vu d'aussi près, entre guillemets. Et là, tu parles de l'ours. Moi, je serais curieuse de savoir si voilà, dans ta carrière de photographe, il y a un ou plusieurs animaux, individus que tu as rencontrés et qui ont constitué des moments assez particuliers pour toi. Là, je pense toujours, j'avais regardé un documentaire de Vincent Meunier. Il était également parti en Arctique voir et observer une meute de loups. Et je crois que c'est cette fameuse anecdote où il avait planté sa tente au milieu du décor, au milieu d'une plaine blanche. Il attendait les loups et un matin, je crois, en se réveillant, il a vu que les loups encerclaient la tente. Donc c'était à la fois un moment de panique et, euh, et un moment, voilà, enfin, un moment unique qui l'a rendu, qui l'a marqué à vie. En plus, il a pu revenir de cette expérience-là avec des photos magnifiques des loups. Est-ce que, enfin, sans comparer, sans que ce soit aussi fou, est-ce que toi, t'as une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Alors, j'en ai plusieurs, hein. Je dirais que une des rencontres les plus fortes que j'ai pu faire, c'est quand même la Panthère des Neiges au Tibet. J'étais avec mon frère. Waouh. C'est souvent comme ça, hein. C'est quand on galère le plus que l'observation derrière, elle est d'autant plus forte. J'étais parti un mois avec mon frère qui m'avait proposé qu'on aille ensemble au Tibet pour essayer d'observer la panthère des neiges. Et lui faisait une exposition, non pas sur la panthère des neiges, mais sur la faune de l'Himalaya en général. C'était une commande. Et donc, je crois que c'était le troisième voyage qu'il faisait à chaque fois d'un mois. Et donc on le faisait ensemble et donc il avait repéré un endroit où il avait vu à la longue vue une panthère et donc ça a été le point de départ de nos recherches. Euh, Pendant 15 jours, on s'est cassé les dents, on n'a rien vu, on a trouvé une trace dans la neige, on a trouvé une crotte sur un col. On passait toutes nos journées à chercher et ça n'a pas marché. On a quitté cette vallée et en fait on s'est arrêté dans un petit café et on a rencontré dans ce café un jeune Tibétain de 23 ans qui était garagiste. Et en fait, il est curieux, il est venu nous voir et il nous a demandé, mais qu'est-ce que vous faites là? Parce que des Européens dans ce coin-là du Tibet, on n'avait pas des caisses. Et donc, ben, on lui a dit, ben, nous, on est passionnés par les animaux et on essaie de photographier la faune et on cherche la panthère des neiges. Et là, ce jeune Tibétain nous dit, ah ben, mon oncle, il travaille dans la conservation de la panthère des neiges à 300 kilomètres d'ici. Et il a plein de photos dans son téléphone. Donc ça a l'air à la fois complètement surréaliste et très crédible.
Et donc, on était un peu perdus là. On s'est dit, bon, il nous reste 2 semaines, qu'est-ce qu'on fait? On avait un autre endroit potentiellement, mais avec des chances d'observation modestes, parce que de toute façon, c'est un animal qui est quand même dur à voir, quoi qu'il en soit. Et on a cru dans le récit de ce jeune homme en se disant, bah, de toute façon, il faut tenter le coup. Et puis, bon, bah, si jamais son oncle, c'est un guide qui connaît bien l'espèce, bah, ça nous donne quand même une chance, on tente. Et on est parti à 300 km avec lui. Le jeune homme a fermé son garage. Il est parti avec nous. Et quelques jours après, on a vu notre première panthère des neiges. C'était une jeune de même pas un an. Et là, c'était dingue, quoi. C'était dingue parce que la rencontre humaine avec le guide tibétain était fabuleuse. On y est retourné après. Mon frère a passé plusieurs mois avec ce guide tibétain. Et moi, je suis retourné avec mon frère. On a fait un film pour Arte pour raconter comment on a trouvé cette vallée. Et, c'était des moments exceptionnels où je dirais il y avait le mariage entre une nature extrêmement bien préservée, parce qu'au Tibet, il y a vraiment, on retrouve toutes les espèces, euh, rien n'a disparu. On retrouve toute la grande faune qui cohabite avec les hommes. Il y a un rapport à l'animal entre les Tibétains et les hommes qui est très intéressant, je trouve. Alors, il y a plein de paramètres qui expliquent ça. La religion en est un très fort. Mais il y a un respect de l'animal, même quand la panthère vient manger les yaks des fermiers tibétains, eh ben, on va pas tuer la panthère, on va la chasser à coups lui lancer une pierre, on va lancer un bâton, mais l'animal on va jamais lui tirer dessus, quoi. Et il y a une acceptation du fait que l'animal va prélever une partie du cheptel des fermiers tibétains. Et ça, nous, j'ai appris enfin, avec mon frère, on a, on a appris pris une très grosse leçon qui mène à réfléchir, parce que le Tibet, c'est un territoire pauvre, où les gens ont très peu de moyens matériels. Et, euh, et finalement, la cohabitation avec les grands prédateurs dans certains secteurs, ben, elle se passe beaucoup mieux que dans nos pays plus riches en Europe. Donc ça fait quand même réfléchir. Alors, c'est complexe, hein, mais ça fait réfléchir. En tout cas, c'était une rencontre avec la panthère incroyable, et de voir que cette panthère, finalement, elle vit dans un territoire où c'est vrai que le relief la protège énormément, hein, parce que c'est des territoires inaccessibles ou peu accessibles, avec un animal d'altitude. Donc, bah, il faut pouvoir les crapahuter à 4 ou 5 000 mètres. Il y a des problèmes d'habituation au manque d'oxygène et tout ça. Et, c'est des milieux extraordinaires où vivent des fermiers. Il y a une petite ferme tous les 1, 2 kilomètres. Et ces gens sont entourés des animaux, euh, voilà, d'une biodiversité incroyable. Donc tout le contexte a fait que ça a été une des rencontres les plus incroyables que j'ai vécues dans ma vie, quoi. Tu m'étonnes, d'autant plus que, encore une fois, je parle de Vincent Meunier, mais c'est parce que c'est aussi un photographe qui est, bah, qui vient de chez moi aussi, des Vosges du Nord. Et, et il y a aussi le livre qu'il a, enfin, leur expédition et avec Sylvain Tesson. Sylvain Tesson avait écrit un livre sur la recherche et la trouvaille de cette panthère des neiges. Et c'est vrai que ça semble pas être une quête facile. Donc j'imagine que le moment où on la trouve enfin, ça doit être absolument magique, d'autant plus que c'est un animal qui est absolument, enfin, physiquement incroyable et qui se fond vraiment dans la nature. Elle est très très bien camouflée, quoi. Il faut la voir. Ah, c'est incroyable. Et moi, ça m'a plu. Et c'est vrai qu'il faut rester modeste. Si on n'avait pas rencontré ce berger, à la fois berger et à la fois spécialiste de la panthère, on aurait vu beaucoup moins d'animaux. Avec mon frère, on a quand même réussi l'un comme l'autre à trouver nous-mêmes des panthères, mais ça reste difficile. Et en fait, il faut comprendre, il faut savoir lire le paysage et comprendre les signaux que nous renvoient les animaux autour de la panthère. C'est-à-dire que pourquoi les yaks se comportent de telle manière, pourquoi les vautours volent dans le ciel, pourquoi les barrals, qui sont des espèces de bouquetins, se sont mis sur cette crête, et pourquoi ils vont siffler. Il faut vraiment avoir tous ses sens en éveil et essayer de décrypter la montagne, parce que la panthère, elle se camoufle de manière exceptionnelle, de manière incroyable.
Et ce que tu racontes là, ce vrai travail de recherche qu'implique le travail d'un photographe animalier, c'est l'une des choses, encore une fois, pour lesquelles ce monde-là me fascine. En fait, c'est, c'est un métier, un travail qui est complètement, qui va à contresens de la dominance aujourd'hui du monde où tout le monde va vite, où on est complètement déconnecté de la nature. Et moi, quand voilà, les quelques fois où j'ai fait de l'affût, euh, j'ai eu l'impression pour la première fois depuis longtemps, peut-être depuis que j'étais enfant, de reconnecter avec l'instant présent aussi. On est toujours connecté à ce qui nous entoure au moment où on y est. Et l'affût, ça permet, c'est riche en ça. Et je trouve que c'est magnifique. Enfin, qu'est-ce que toi t'en penses de tout ça? Voilà, du moment présent, de qu'est-ce que tu ressens quand tu es là à attendre pendant des heures ou à rechercher pendant des semaines un animal. Ça me reconnecte avec ça me met au diapason du temps qui passe réellement. C'est-à-dire que quand je suis dans mon quotidien permanent, je ne me rends pas compte du temps qui passe. Ça défile. Alors que j'ai l'impression que quand je suis dans la nature et quand je suis dans un affût, je suis bien synchronisé avec le temps qui passe et je le perçois comme tel. C'est-à-dire que j'ai une meilleure appréhension de qu'est-ce que c'est qu'une heure. Une heure à attendre, une heure à regarder un paysage dans lequel il ne se passe rien. C'est pas pareil que une heure de son quotidien où on va enchaîner des tâches. Là, je sais pas, j'ai l'impression que je vis pleinement le temps qui passe. Et il y a une autre chose aussi, c'est que l'affût permet un petit peu aussi de se vider l'esprit de tout un tas de choses et euh, de s'abandonner quelque part à regarder ce qui vient de l'extérieur et que ça suffise, que ce soit suffisant. De se suffire de quelque chose, de très peu de choses. Et ça, je trouve ça super parce qu'on vit dans un monde qui est en perpétuelle ébullition. Aujourd'hui, même moi, ça m'agace de me rendre compte que ben, j'échappe pas ce côté d'avoir une journée très éclatée où je vais passer d'un mail à un coup de téléphone et puis après, il y a quelqu'un qui sonne à la porte parce qu'en fait, j'avais une livraison et puis après, il y a encore autre chose, etc., etc. Donc tout est haché. On fait des choses euh, avec un rythme très, très chaotique. Et finalement, bah, quand on est dans un affût et comme on attend quelque chose il faut être discret, bah, tout est coupé, le téléphone il est coupé, etc. Et là, on est complètement, le regard est porté vers l'extérieur et tout viendra par la surprise, l'attente, l'animal qui va débarquer, une météo qui va changer, mais dans tous les cas, des choses extrêmement simples et c'est très reposant. Et moi, j'ai besoin, je pense que la nature fait partie intégrante de mon équilibre où j'adore, j'ai une vie sociale très riche et en même temps, elle est, pour moi, elle est d'autant plus agréable que je sais qu'à des moments, je vais aller me perdre tout seul dans la nature. Justement, quand tu reviens de ces expéditions-là, est-ce que le train-train quotidien, est-ce que le monde dans lequel on vit, il est pas de trop? Est-ce qu'on se sent pas, enfin, est-ce qu'on se réhabitue vite? Ou alors est-ce qu'on se dit, mais pourquoi tout ça en fait? Alors, j'aime aussi beaucoup mon train-train quotidien, c'est-à-dire Mhm, que la vraie vie, c'est pas d'être tout seul toute l'année dans les mhm. neiges de l'Arctique ou de l'Antarctique. Enfin, c'est pas la vie que je veux mener en tout cas. J'aime bien cet équilibre parce que je veux dire, j'aime être chez moi, j'aime retrouver ma vie sociale quand je suis chez moi, etc. Mais par contre, d'avoir ces moments d'évasion, pour moi, c'est indispensable dans mon équilibre. Mais après, j'ai aussi beaucoup de plaisir à revenir sur ce que j'ai vécu sur le terrain, à reprendre les images, finalement à revivre tout ça avec un petit peu de recul et à se dire, bah, tiens, cette fois-ci, bah, il y a telle observation qui a été très forte, la dernière fois c'était autre chose. Bah, qu'est-ce que ça pourrait être la fois suivante? Et bon, tout ça, évidemment, souvent ça s'articule dans des projets.
Mais pour moi, c'est important de me dire que, enfin, en fait, je suis content de partir parce que je sais que je vais rentrer aussi. Hmm. Et c'est ouais, c'est espèce de va-et-vient qui, voilà, qui crée un équilibre en fait. C'est que le, 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 le plaisir de partir, c'est aussi de savoir qu'on va rentrer, quoi. Est-ce qu'il y a Avant, tu parlais du chimpanzé et du gorille que tu aimerais bien photographier. Est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça ou des sujets que tu aimerais revoir, refotographier? Ouais, d'autres sujets, un pays où tu voudrais aller absolument découvrir. Alors, j'ai eu plusieurs rendez-vous manqués avec le Groenland, qui est paradoxalement le pays qui m'a donné envie d'aller dans le Grand Nord, puisque c'est là où c'est le terrain de jeu de Ponemi Victor dans les récits que ma grand-mère me racontait. Et encore cette année, je devais y aller, puis ça n'a pas marché. Donc, bah, j'espère bien finalement un jour pouvoir aller au Groenland. Euh, Après, il y a une espèce que j'ai observée une fois dans ma vie, alors que je la cherchais pas du tout, c'est le lynx boréal en Finlande, à côté d'Helsinki. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire une. C'était une observation qui a duré quelques instants. euh, à travers de la végétation, j'étais en affût, mais juste avec une toile, en train de photographier, essayer de photographier un pic. Et le lynx est passé dans mon dos, alors que j'étais coincé avec un trépied, des petits arbres, enfin bref, je ne pouvais pas bouger. Et, et j'aimerais beaucoup faire une observation plus longue de cet animal. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que voilà, il y a 4 grands prédateurs en Finlande, et celui-là, je l'ai observé qu'une fois, et j'aimerais bien pouvoir réitérer. Ok. Dernière euh, question assez large. Euh, Quand on fait de la photo comme ça, on passe, tu l'as dit et redit, énormément de temps dans la nature à l'observer. Toi, ça fait 15 ans, voire plus que tu fais de la photo et tu vas souvent dans le Grand Nord. Moi, j'aimerais savoir si en 15 ans, toi, tu as remarqué la nature qui changeait liée aux conséquences du changement climatique. Est-ce que ça, toi, en 15 ans, tu as pu l'observer? Est-ce qu'il y a des choses comme ça parlantes? En fait, parce que l'Arctique, enfin les pôles terrestres, ce sont les endroits qui se réchauffent le plus rapidement aujourd'hui sur la planète. Je crois que voilà, 4 fois plus que sur le reste, que dans le reste de la planète. Donc, est-ce que toi, tu as pu observer ça? Alors, j'ai 2 exemples, oui. Pas partout, hein. Par exemple, en Antarctique, j'ai pas assez de recul, je peux pas, j'ai rien de significatif en tête. Par contre, au Spitzberg, j'ai vu des glaciers en 15 ans qui ont vraiment reculé de manière nette. J'ai pu comparer sur des photos que j'avais fait de certains glaciers, et c'est flagrant. Euh, j'ai pu remarquer en Finlande des changements climatiques d'une autre nature. C'est par exemple plus de vent. Il y a plus de vent, il y a plus de petites tempêtes en Finlande, alors que a priori c'est un pays qui n'est pas tellement sujet au vent, notamment à l'intérieur. Et j'ai été témoin d'une tempête au mois d'août il y a quelques années. Enfin, maintenant ça doit faire bien 10 ans, où j'ai vu les arbres tomber, quoi, vraiment. J'étais au bord d'un lac avec des copains. Un orage est arrivé d'un coup, il y a tout qui a volé. On avait installé une table pour faire un pique-nique, etc. Tout a volé. Et ma femme, elle a failli se prendre un arbre ça s'est joué à rien qu'elle se prenne un arbre sur elle-même, quoi. Et là, Et, les arbres ont tombé comme des dominos, quoi. et ça, c'est dû à quoi du coup? Parce qu'il fait moins froid, les racines sont moins prises dans le sol ou c'est quoi? Alors, en fait, on pourrait dire que c'est un régime d'orage violent. C'est lié à des masses d'air qui vont créer un orage. Et plus il fait chaud et plus on risque d'avoir des orages. Par exemple, on voit bien en montagne, on a des orages en fin d'été parce qu'il y a des masses d'air qui vont Hmm, se rencontrer. Et c'est vrai que bah, plus il fait chaud et plus ça peut arriver. hmm. En Finlande, bah, ces 20 dernières années, on a constaté plus de mini-tempêtes comme ça, et qui sont
qui crée des dégâts parce que les arbres sont pas adaptés justement à ces vents. Et en fait, les arbres en Finlande, ils tombent plus facilement qu'avant pour deux raisons. Un, c'est qu'il y a plus de vent. Et deux, comme le gel est moins présent, et ben en fait, les sols est dans l'année plus Mm. en proportion plus mou qu'auparavant. Mm. Donc la période gelée est plus restreinte. Et du coup, ben, les arbres qui ont des racines superficielles, ben, ils sont mal ancrés. Et si, s'il commence à y avoir du vent, ben, ils tombent très facilement en fait. Parce qu'ils n'arrivent pas à tenir, ils ne sont pas adaptés à ce type de régime de vent ou de sol meuble. Et du coup, bah, moi j'ai vu des endroits, c'était incroyable, hein, des tranchées, des coups de vent qui ont fait des vraies tranchées dans la forêt et tous les arbres sont tombés, quoi. C'est Comme si on avait fait une coupe forestière et qu'on avait coupé tous les arbres. C'est une rafale de vent qui a fait ça. C'est dingue. Et ça, c'est vrai que quand je discute avec les Finlandais et qu'on remonte un petit peu dans les décennies d'il y a 50 ans, etc., ça arrivait c'est exceptionnel. Aujourd'hui, c'est pas exceptionnel. Ouais, c'est vraiment le climat qui Ouais. change de manière permanente. C'est assez impressionnant. Et là, il me vient une anecdote. J'aime bien les anecdotes, mais j'écoutais un podcast de Génération Do It Yourself et l'invité c'était Mike Horn, donc un grand aventurier, ce monsieur. Et lui aussi, il parlait de, voilà, de ses observations durant toutes ces années lorsqu'il part, etc. Il a notamment fait de grandes expéditions dans le Grand Nord et je crois que c'était en Alaska où il relevait ça. Il disait que voilà, il avait pu observer un ours polaire qui se faisait attaquer par un grizzly et que normalement ce sont deux espèces qui ne sont pas censées cohabiter et qu'en temps normal, avec la force et la taille d'un ours polaire, ce serait forcément l'ours polaire qui, voilà, gagnerait la bataille, si je peux dire ça comme ça. Mais du fait de la fragilité des habitats naturels, t'en parlais avant, quand un habitat naturel change, voilà, c'est l'ensemble de l'écosystème qui en pâtit. Et là, ce qu'il observait, c'était que vraiment ce grizzly avait la capacité de prendre le dessus sur un ours polaire qui n'avait plus aucune force parce que son habitat voilà, naturel se dégrade, qui pouvait plus se nourrir comme il le faisait avant. Donc là, tu parles de phénomènes météorologiques. Enfin, c'est fou comme notre planète change très rapidement, quoi. C'est sûr. Et après, tout l'enjeu, c'est de voir comment quelles espèces et comment elles vont s'adapter à ce changement qui est inévitable, hein. Aujourd'hui, ça fait quand même consensus globalement. Les animaux, je veux dire, des changements très forts sur la planète, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu des réchauffements climatiques très marqués il y a quelques millénaires. Euh, et les animaux ont évolué. Le problème, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'espèces, quelle que soit la puissance de l'évolution du climat, ben, il y a des animaux qui vont s'en sortir et d'autres qui auront plus de difficultés. C'est sûr que plus les changements sont doux et plus ça laisse à un maximum d'espèces le temps d'évoluer. Si les changements sont brutaux, ben là, ça sélectionne beaucoup plus fortement les animaux. Et ça, personne n'est vraiment. Il y a plein de modèles mathématiques qui existent, hein, et on sait très bien il y a des fourchettes assez larges, hein, sur les hypothèses des scientifiques par rapport au réchauffement. Ce qui est sûr, c'est que ce réchauffement, il est perceptible, euh, il est, il est réel partout, il crée des problèmes, des évolutions, des variations multiples, que ce soit dans les précipitations, dans la météo, dans les températures, enfin, dans les courants marins, on voit que les phénomènes sont multiples et que ça perturbe les animaux. Euh, voilà, ça fait partie, c'est pareil, ça fait partie de notre vie aujourd'hui, il faut l'accepter, il faut essayer de voir comment on peut euh, contenir au maximum cette évolution dans la dimension qui est imputable à l'homme. C'est pas facile non plus parce que moi je me dis toujours ça, on est en fait dans un bateau immense avec un tout petit gouvernail, donc je pense que la marge de manœuvre quand on est 10 milliards d'habitants, notre capacité à changer radicalement, elle est très très compliquée parce que je pense que quand on parle de réchauffement en Europe, on n'a pas la même vision qu'en Amérique du Nord, qu'en Amérique du Sud, qu'en Afrique, qu'en Asie, qu'en Océanie.
chacun, on a une vision, une perception de ce qu'il faut faire ou pas faire qui est quand même différente, avec plein de nuances. Et chaque pays, avec ses contraintes économiques, a aussi des marges de manœuvre qui sont différentes. Mm. Euh, donc, je ne pense pas qu'on puisse évoluer autrement que dans la douceur. Et donc, est-ce que cette douceur, elle sera compatible avec la vitesse d'évolution du climat? Je pense que chaque personne aujourd'hui, si, si c'est le sentiment que j'ai, on a une capacité d'évoluer dans notre façon de vivre qui est comment dire, on va dire, si je voulais mettre des mathématiques dans tout ça, on est peut-être capable de changer 30-40% de notre façon de vivre pour essayer de s'adapter au climat. Mais ça encore, c'est une question, c'est une considération de riche, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur notre planète aujourd'hui, le matin, ils se lèvent et ils se disent, bon, moi, il faut que je trouve de l'eau, il faut que je trouve à manger, Mm. que je répare ma maison, et j'ai aucune énergie à mettre dans une évolution de ma façon de vivre pour l'écologie. Je n'ai pas les moyens de m'occuper de ça, quoi. Et ça concerne des millions, des dizaines, des centaines de millions de gens. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir réfléchir à tout ça, je pense qu'après, on a notre nature à chacun. On est capable de faire des choses, mais je pense pas qu'on. C'est des choses qui peuvent évoluer progressivement. Ce qui me rassure, c'est que quand je vois les générations, euh, euh, j'ai l'impression qu'à toutes les décennies, le discours de chacun et la perception de l'environnement est différente. Des trentenaires, des quarantenaires, des cinquantenaires, des soixantenaires. À chaque fois, je trouve qu'il y a un palier et qu'il y a une évolution positive, moyenne, dans le rapport à la nature, à la prise en compte de l'environnement, etc. Et ça, je trouve que c'est très positif. Parce que même si c'est frustrant, parce qu'on voudrait que tout aille plus vite, qu'on ait des systèmes énergétiques plus performants plus vite, qu'on ait une solution par rapport à une alternative au pétrole immédiate, etc., c'est pas possible. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas possible. Mais par contre, quand on se dit, voilà, c'est peut-être frustrant que peut-être qu'il va falloir encore pendant des décennies qu'on fonctionne avec certaines mécaniques industrielles dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. Bah, quand on regarde quand même dans les 30 ou 40 dernières années, ce qui s'est passé, par exemple, avec l'arrivée de l'agriculture biologique, aujourd'hui, il y a 20 ans, personne quasiment savait, ou 30 ans, personne parlait de ça. On parlait il y avait les choses qui étaient bonnes à manger et qui étaient moins bonnes, les belles tomates, les tomates moins belles, etc. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'intéressent à la qualité des produits qu'ils mangent. Et je trouve que ça progresse quand même relativement vite si on regarde le bon pas de temps. Évidemment, si on regarde d'une année sur l'autre, c'est pas perceptible. Par contre, si on regarde sur une échelle de 10 ans, je trouve que c'est quand même super que des millions de gens aujourd'hui se posent plus la question de qu'est-ce que je mange, d'où ça vient, est-ce que c'est un produit de saison, etc. C'est quand même par là qu'on va arriver progressivement à faire les choses. Après, ça fait pas tout, mais c'est quand même quelque chose de très positif. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait il faut y aller en douceur. Ça sert à rien de brusquer et surtout, ça peut, voilà, quand on brusque des gens, quand on est dans l'injonction et dans la moralisation, c'est là aussi que ça peut créer des blocages et donner envie aux gens de faire justement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Euh, comment véhiculer tout ça en douceur, en occultant un peu l'urgence qu'il y a tout de même à agir. Et moi, je trouve que l'art, et là, la photographie, c'est un très bon moyen de véhiculer tout ça. D'ailleurs, bah, tu le fais très bien parce qu'en plus, tu me dis que tu fais des conférences, etc. et que tu parles du coup de ces sujets. Et je trouve que c'est voilà, c'est une très très bonne manière de le faire et de donner aussi envie parce que ça se voit que voilà, t'es passionné, que tu t'éclates, etc. Euh, Moi, il y a deux, trois petites questions et après je te libère. Je voulais te demander aussi si est-ce que toi depuis petit ou depuis peu d'ailleurs, est-ce qu'il y a un ou plusieurs photographes qui t'inspirent, qui t'ont inspiré? Euh, oui, mais je dirais il y en a plein en fait. Mm. Euh, En fait, moi, je suis très attaché aux gens, de manière générale. Et c'est vrai que quand je rentre dans un milieu, la nature, ça me fascine et la photo, euh, dans la partie nature, évidemment, elle est très présente dans ma vie de tous les jours. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de photographes que j'aime beaucoup, en fait.
que ce soit des contemporains ou des gens qui ont pratiqué la photo auparavant. J'aurais du mal à répondre. Je suis souvent touché à partir du moment où les gens se donnent la peine et développent une démarche. Je trouve souvent comment dire, un grand intérêt à regarder le travail des autres. J'ai une bibliothèque là juste à côté de la table sur laquelle je suis, qui est farcie des livres de mes collègues que je vois dans les festivals. Et à chaque fois que je vais sur un festival, je me dis toujours, je ramène un livre. Alors pas à tous les festivals, mais dans les principaux où je vais, je me dis souvent, je ramène un livre, mais j'aimerais en ramener cinq. Parce que bah, j'ai passé un peu de temps à discuter avec le photographe qui a fait le boulot. Je vois bien qu'il a mis ses tripes dans le projet, que j'aime bah, la transcription de ce qu'il a vécu, etc. Ou elle. C'est quand même un monde très plus masculin que féminin. C'est dommage. Il y a pas beaucoup de femmes C'est vrai. naturalistes et ça manque. Ça manque parce que je m'aperçois que souvent, quand je regarde le travail des femmes, bah, ça enrichit parce que bah, les femmes, elles ont une vision qui est différente des hommes et qu'on aurait peut-être un peu moins de répétition, ce serait plus original parfois le traitement de certains sujets s'il y avait plus de femmes qui photographiaient telle ou telle espèce dans tel contexte. Je trouve que Ok. ça, il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose, ça manque, ça manque. La proportion de femmes, elle est vraiment trop réduite, je trouve. Mais c'est vrai que, ouais, après, c'est vrai que alors je dirais que j'ai peut-être été plus touché par des photographes de noir et blanc. Euh, Hmm. euh, c'est possible. Euh, mais, mais globalement, enfin, je suis quand même. Pour moi, c'est un plaisir et c'est une frustration. C'est quand je vais dans un festival, je sais que je vais retrouver. Je regarde toujours, tiens, il y a tel photographe que je connais, clac, clac, clac. Quand j'expose, j'ai le temps de rien quasiment parce que je considère que mon travail, c'est de partager avec les gens qui sont venus voir mon travail. Je suis là pour ça. Donc j'essaye de m'échapper un peu, mais finalement, je vois pas grand-chose du travail des autres. Et ça me frustre parce que j'aime bien aller voir et que chacun me raconte. Euh, En fait, je suis assez passionné par les gens qui ont une passion. Et de les entendre parler, de me raconter, je pense souvent, et ça va bien, bien au-delà de la nature. Je pense souvent à à cette rencontre avec j'ai un ami qui est d'origine algérienne, qui fait de la pâtisserie. Et un jour, il vient chez moi, je le connaissais pas, c'est le mari d'une collègue de ma femme, et il me raconte comment il a été magnifiquement accueilli en Europe, dans les différents pays où il a travaillé, au Portugal, en Allemagne, etc. Il est passionné de pâtisserie, et il me raconte tout ça, et moi j'étais béat, enfin j'écoutais ça avec un intérêt incroyable, et pourtant ça n'avait rien à voir, j'ai aucun repère, je cuisine très peu, enfin pas spécifique, pas, voilà, je suis pas passionné par la cuisine. Et là, il me raconte son histoire et je trouvais ça incroyable. Et de la manière dont il en parlait, et je voyais bien qu'il était passionné par ce qu'il faisait. Et ça, c'est des moments de vie très, très riches, quoi. Ouais, je comprends. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça que je fais des podcasts. Moi, je suis fascinée par les gens qui aiment profondément ce qu'ils font. Euh, Parmi les photographes, tu disais encore une fois, le noir et le blanc, c'est vraiment quelque chose qui te touche. Moi, ma porte d'entrée un peu du noir et blanc, c'est Sebastião Salgado. C'est un ami qui m'a fait découvrir cet artiste, cet immense artiste. Et je trouvais ça aussi intéressant avant quand je te posais la question de est-ce qu'il y a, c'est plus facile de photographier le grand froid en noir et blanc que d'autres paysages. Et lui, il a cette capacité à photographier vraiment des paysages exotiques, mais aussi tous les visages humains qu'il rencontre en noir et blanc. Et ça donne des choses absolument incroyables. Je pense notamment à cette photo de la patte d'un iguane qui est juste sublime, ou la queue d'une baleine. Et il y a aussi des paysages en noir et blanc et qui, normalement, voilà, sont empreints de couleurs ultra vives. Et est-ce que tu connais un peu Sebastião Salgado? Est-ce que... Sûr. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et notamment, enfin, alors, c'est cette capacité qu'il a de jouer sur les noirs avec des noirs très profonds.
j'aime bien. Moi je suis dans un noir et blanc un peu plus. On va dire que dans le noir et blanc, si je devais garder une couleur, je garderais le blanc. Et lui, je pense qu'il garderait le noir plutôt. Euh, Hmm, et, mais c'est un travail, voilà, il a fait un travail extraordinaire, évidemment. Après, il y a des gens qui ont fait des photos qui n'ont rien à voir, comme Douaneau, par exemple. Après, il y a beaucoup de photographes qui font pas du noir et blanc, ou pas que du noir et blanc, que j'aime beaucoup aussi, hein. hmm, Je dirais, et c'est peut-être le mot de la fin pour moi, c'est que je pense que moi, je suis partagé dans mon approche à la nature par rapport aux gens que je rencontre. Je ne pense pas qu'on puisse euh, convaincre des gens qui ne s'intéressent pas à la nature que la nature est extraordinaire uniquement par procuration, c'est-à-dire en leur montrant des images, en leur disant, regardez, c'est extraordinaire, vous verrez jamais ça, mais c'est très très beau, et changez votre vision du monde par le biais de ces images. Je pense que c'est un outil, mais ça ne suffit pas. Je pense que pour avoir des gens tous les jours un peu plus convaincus que la nature est extraordinaire, qu'il faut aller la rencontrer, qu'il faut la protéger, etc., il faut que les gens vivent par eux-mêmes des expériences. Et moi, c'est vrai que je partage mon temps dans ce sens-là. C'est-à-dire que je passe probablement dans ma vie de terrain autant de temps à faire des photos que je fais pour moi, que je partage avec les autres. Par exemple, je sais très bien qu'en Antarctique, dans les gens à qui je montre mes photos, il n'y en a qu'une poignée qui iront en Antarctique. Je le sais très bien. Par contre, quand je vais en Finlande, là, je peux dire aux gens, ben voilà, j'ai vu tels animaux, vous pouvez les voir aussi. Et je peux vous aider à ça, à vous. Et je peux vous expliquer, vous montrer, vous mettre dans des dispositifs où vous pourrez voir des animaux, vivre vos émotions, découvrir ce que c'est que l'affût par vous-même. Comme ça, vous avez votre propre expérience et je pense que ça, c'est plus fort. hmm. Plus fort que chacun se crée son expérience. Et je repense à ma première petite histoire de tout début de notre interview, de notre échange, qui était sur ce petit rouge-queue. Je suis persuadé que plus on a une émotion forte avec un animal dont on a pu sentir, je dirais, le regard, quelque chose. Nous, c'était avec mon frère, ce petit rouge que noir, c'était bah, le petit dernier qui était peut-être un tout petit peu plus fragile que les autres. Et donc, on l'a aidé à s'échapper du garage. Euh, et ben, ça change la trajectoire d'une vie. Donc, moi, je crois beaucoup en faire vivre des émotions fortes sur la nature aux gens. Je trouve que ça laisse plus d'empreintes que de leur montrer des belles images et de leur dire, voilà, regardez la forêt, comme elle est belle, regardez. Je pense que ça, c'est moins fort, même si c'est que très complémentaire. Ouais, et je pense que ça participe aussi à... Plus largement, on a besoin d'un monde où on vit aussi davantage plus par l'émotion, mais l'émotion qu'on vit, pas celle que les réseaux sociaux nous procurent ou ce genre de choses. Donc moi, je te rejoins totalement là-dessus. Dernière petite question. Oui. Ça va être deux questions en une. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter et qui vont se poser la question, tu utilises quoi comme matériel? Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil à des gens qui ont envie de s'y mettre? Alors pas forcément un conseil technique, un conseil voilà, je sais pas, de vision de la photographie. Alors, moi, j'utilise du matériel Leica. Et donc, en fait, je suis ambassadeur de Leica depuis un an à peu près. Et donc, j'utilise différentes optiques et différents boîtiers Leica. Alors, j'en ai un qui est monochrome, donc il fait que des photos en noir et blanc. Il ne peut pas faire de couleur. Et les autres, c'est des boîtiers hybrides, donc qui me permettent à la fois de filmer et de faire de la photo. Parce qu'aujourd'hui, je suis aussi beaucoup engagé dans des projets de film. Alors, ce que je conseillerais à quelqu'un qui démarre, c'est d'acheter un matériel d'occasion, un boîtier simple d'occasion, une optique d'occasion, et de voir à partir de ça si la personne qui a envie de se lancer, elle est vraiment mordue ou pas. Le temps d'acheter du matériel cher viendra bien assez vite si la personne est mordue. Mais j'ai vu plein de gens s'équiper avec du matériel super cher en démarrant, etc., puis arrêter rapidement ou se rendre compte qu'en fait, c'était pas adapté, donc c'est un peu dommage. Donc je pense qu'on peut faire de la photo aujourd'hui avec un matériel pas très cher,
d'occasion. Il y a toutes sortes de zooms qui sont de bonne qualité ou des optiques qui pas très encombrantes, même si elles sont une deuxième main, sont très bien. Et ça suffit largement pour démarrer. Voilà, je dirais ça. Ok, super. Bah écoute, merci infiniment Olivier. Je vais te libérer. En plus, je vois ton chat derrière qui attend de rentrer, je crois, depuis un bon quart d'heure. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très 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 contente d'avoir pu faire cet épisode et merci pour cet échange. Moi, ça m'a refait voyager un petit peu en Finlande. J'ai envie d'y retourner. Ça fait longtemps que j'en parle. Moi, ça fait 3 ans là. Ouais, il faut que j'y retourne. En tout cas, j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à te suivre sur Instagram, alors Olivier Larrey. Et si ton discours, si cet échange leur a plu et qu'ils veulent en savoir plus sur ce que tu fais, sur ton travail, ben, ton livre avec ton père, Polar, Mémoire des glaces, sortira cet été, donc n'hésitez pas à aller l'acheter. Euh, Merci beaucoup, Olivier, pour ça. Bien, à bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura parlé d'une manière ou d'une autre. Et merci à Elodie Dalcé pour le montage. Si tu as aimé et que tu veux suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour rester informé dès qu'un nouvel épisode sort. N'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram, Léa-RTHG, pour me faire des retours sur ce que vous en avez pensé. À très vite!